Bien, bonjour à toutes et à tous et encore merci, bienvenue à ce webinaire du 29 novembre. Donc, on est toujours aussi, en tout cas, ravis de vous voir en si grand nombre. Et je me présente, Josée Côté, je suis co-directrice scientifique du RISIC, qui est ma collègue Céline Gilina, qui est co-directrice également, n'est pas ici aujourd'hui, malheureusement, elle est dans un congrès à Toronto. Nous avons aussi Marc-André Maheu-Cadotte, qui est directeur exécutif du RISIC. Donc, je vous présente sous peu nos conférencières, mais avant, simplement vous préciser que lors des webinaires, vous pouvez poser vos questions par la fonction questions-réponses en bas de votre écran. Et à la fin, il y aura une période d'échange et je vais pouvoir transmettre vos questions à nos conférencières. Donc, et assurer aussi la modération des échanges. Donc, sans plus attendre, c'est vraiment un grand plaisir que j'accueille nos deux conférencières, Nathalie Staquet-Doucet et Caroline Dufault. Le titre de la communication aujourd'hui, en fait, de la présentation, c'est Communication scientifique avec les milieux communautaires et politiques. Donc, on a vraiment un contexte, je pense, idéal pour cette présentation. Je pense qu'on a perdu avec nous Josée, donc je la vois plus malheureusement avec nous. Je pense qu'elle va essayer de se reconnecter dans quelques secondes. Certains, donc je vais recommencer un peu la présentation de nos conférencières pour être certain que tout le monde les connaisse bien. Donc, on a avec nous pour commencer Madame Nathalie Staquet-Doucet, qui est infirmière, chercheur et activiste et qui s'est toujours intéressée à l'intersection de la politique et du soin et l'agentivité politique des infirmières. Elle prépare actuellement un projet pour identifier le phénomène des sit-ins au Québec et de leur impact sur la pratique et l'organisation des soins. Elle écrit régulièrement pour des tribunes médiatiques afin de vulgariser des enjeux infirmiers pour le grand public et pour le milieu politique. Donc, on est bien content d'avoir avec nous. Et nous avons également Mme Caroline Dufault, qui est infirmière au Québec et en Ontario, chargée de cours et étudiante au doctorat en sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais. Activiste infirmière de longue date, elle s'intéresse dans le cadre de sa thèse doctorale aux dynamiques de pouvoir et la violence organisationnelle dans le système de santé québécois qui gouverne la pratique des infirmières, ainsi qu'aux mécanismes de résistance, de solidarisation et de dénonciation des infirmières face à leurs conditions de travail et plus particulièrement vis-à-vis du temps supplémentaire obligatoire. De par ses nombreuses implications sociales, politiques et médiatiques, elle travaille à faire reconnaître l'importance de la voix des infirmières dans la mise en place de solutions pérennes et durables pour améliorer les conditions de travail des infirmières dans le réseau de santé publique. Donc, merci encore énormément à vous deux d'être présentes aujourd'hui. Je vous laisse la parole et moi et ou Josée, nous vous retrouverons en fin de webinaire pour faire la modération des échanges. Merci encore à vous d'être là. Merci beaucoup, Dr. Côté et Dr. Cadotte. Donc, merci pour la belle introduction. Merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire du RISIC. Le RISIC, c'est vraiment un réseau de recherche fondamental pour les infirmières au Québec. Et je vous invite à aller voir leur site web et regarder leurs publications parce qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes qui font avancer l'ensemble de la profession à travers le réseau RISIC. Donc, Caroline et moi, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a beaucoup d'atomes crochus, comme vous avez pu voir avec nos petites intros. On s'est rencontrés à travers le travail de communication avec les milieux communautaires et politiques. Donc, c'est essentiellement ça qu'on fait ensemble depuis plusieurs années. Donc, c'était comme un mix idéal que ce soit nous deux qui vous parlions un peu de ça. Et donc, on va parler de communication, évidemment, mais la communication, c'est un peu une excuse pour parler en fait réellement d'agentivité politique, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait une communication efficace? On a un impact sur la vie, la politique, sur des enjeux sociaux plus larges. Donc, quand on parle de communication, c'est pas juste de lancer un message dans le vide. Il y a toutes sortes de relations qui rentrent en ligne de compte. Donc, on va vous présenter des cadres théoriques. On va passer beaucoup de temps sur les cadres théoriques, mais on espère que ça va être des cadres théoriques qui, pour vous, ont beaucoup d'applications pratiques parce que c'est des cadres théoriques qui, pour nous, le sont et qui sont fondamentales à la compréhension de comment effectuer une bonne communication. Ensuite, on va passer un peu de temps sur le milieu communautaire et finalement sur la politique, le politique, les politiques, les politiciens. La politique, c'est très complexe, c'est pas évident, mais on va essayer avec la petite heure qu'on a là, de démêler certains aspects pour vous aider
à améliorer vos compétences en communication avec le milieu politique. Et finalement, on voulait vous présenter quelques modèles de rôle qui illustrent vraiment bien les cadres théoriques qu'on va vous présenter et qui sont aussi des exemples de communication exemplaire, si on veut, là, où ce qu'on peut vraiment mesurer l'efficacité des communications de ces personnes-là. Donc, oh, bon. Ça, c'est une citation. Il faudrait que quelqu'un ferme le son. OK. Il n'y a plus d'écho. On est correct. Donc, ça, c'est une citation que Caroline et moi aimons beaucoup d'un livre de Perron, Rodge et Gagnon sur les méthodologies philosophiques, l'ontologie infirmière, qui nous parle d'un mythe qui est très imbriqué dans la société, mais aussi à l'intérieur même des sciences infirmières. C'est la croyance que la seule perspective politique soit valide pour les infirmières soit tout ce qui touche aux patients strictement. Donc, l'advocatie, les intérêts du patient. Et oui, pour beaucoup d'infirmières, c'est une perspective politique qui semble la seule qui soit tenable, mais aussi celle, pour beaucoup de monde, qui est la seule qui est confortable. Fait qu'avec cette présentation, on espère vous sortir un petit peu de cette zone de confort-là pour voir toutes les possibilités, puis surtout le potentiel extraordinaire que les infirmières ont de participer au débat politique, d'influencer les politiques elles-mêmes, de collaborer avec des groupes communautaires pour contribuer à des solutions durables, pérennes, au réseau de la santé, mais de façon plus large aussi pour toutes sortes d'enjeux sociaux. Donc, voilà. Donc, pour un peu comme contextualiser ou en cas présenter ou en tout cas placer cette présentation-là dans une perspective théorique, pour mon projet de recherche, j'utilise, puis je trouve que c'est super pertinent, vous allez voir pourquoi, la sociologie de l'ignorance. Qui est une perspective ancrée dans le féminisme, dans les théories et les épistémologies féministes. Puis en fait, c'est une théorie, c'est une perspective qui s'intéresse à ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne veut pas savoir ou en fait, comment on peut faire en sorte de ne pas savoir plusieurs informations. Par exemple, on ne connaît pas nécessairement tout le potentiel des infirmières ou tout leur savoir politique. Mais est-ce qu'on met en place des mécanismes pour, en fait, éviter d'avoir cette connaissance-là ou, en fait, de développer cette connaissance-là? Probablement. On peut prendre, par exemple, si on prend l'exemple du temps supplémentaire obligatoire, c'est difficile de quantifier cette problématique-là, entre autres parce qu'il n'y a pas de statistiques sur le problème. Fait qu'on sait qu'il y a des petites... il y a des endroits où on va dire qu'il y a plus de temps supplémentaire obligatoire, mais la problématique, elle est difficile à mettre de l'avant parce que volontairement ou involontairement, les données ne sont pas compilées, par exemple, sur le temps supplémentaire obligatoire ou ils sont enchâssés dans les données sur le temps supplémentaire. C'est difficile d'avoir un portrait réel d'une situation puis de pouvoir la mettre de l'avant. Si on prend la situation de soins ou le travail des infirmières au quotidien, avec les données qu'on a aussi, c'est difficile d'avoir vraiment cette perspective-là sur cette relation de soins-là, en fait. Parce qu'on n'a pas vraiment ces données-là. Comment on quantifie la relation de soins? Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les infirmières, dans les dernières années, si on prend les dénonciations, ce qu'elles essaient de faire, c'est de faire ressortir ce savoir-là puis de mettre de l'avant les situations qui sont ignorées. Si on prend toutes les dénonciations pendant la pandémie, c'est un peu ce qui a été fait. C'est des infirmières qui ont été sur la place publique pour dire voici ce qui se passe dans le CHSLD, on n'a pas d'équipement de protection, on ne nous donne pas de masque. Fait que toutes ces choses-là, on essaie de les ramener de l'avant. Nathalie, est-ce que tu voulais parler? J'ai l'impression que quelqu'un... Non, OK. Non, continue. Tu peux juste me dire quand tu veux que je change la slide. Ah, OK, parfait. Fait que toutes ces choses-là, on essaie de les mettre de l'avant. Mais il y a aussi tout le concept de comment on peut maintenir des personnes ou souvent, on va parler de populations marginalisées, entre autres, dans des situations où elles n'ont pas accès à ce savoir-là ou en tout cas aux moyens pour développer un savoir puis prendre une place politique. Par exemple, je travaille sur des projets où on se rend compte que les infirmières, entre autres, ne connaissent pas l'organigramme de leur organisation. Donc, ne savent pas à qui parler dans l'organisation lorsqu'elles ont une problématique. Elles connaissent souvent leur gestionnaire de proximité, mais ensuite, elles n'ont aucune idée qui fait quoi dans l'organisation. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça
qu'on met en place qui empêche probablement les infirmières d'être capables de parler puis de prendre la place sur la place publique puis de transmettre leur savoir. Hein. Si on peut se dire qu'il y a aussi peu d'infirmières dans les médias qui sont invités à titre d'expertes, entre autres, à parler de situations de soins, pourtant pour lesquelles on nous répète et on nous dit qu'on est des experts du soin, qu'on devrait être émancipés puis avoir le droit d'en parler, mais pourtant, on n'est pas invité. Ce n'est pas un savoir qui semble être perçu au même piédestal, par exemple, que le savoir médical. Nathalie, tu peux changer de diapositive. Mais dans ce savoir-là, dans ce non-savoir-là, si on veut, ou dans cette non-connaissance, les gens s'organisent quand même entre eux et développent toutefois leur savoir. Hein. Si on prend le TSO, on sait que c'est pas statique, c'est dynamique. Il se passe des choses sur le terrain. C'est ce que je vais aller voir éventuellement avec mon doctorat, entre autres. Mais la situation du TSO, c'est pas seulement l'imposition du TSO. Il se passe des trucs dans l'organisation. S'il y a des sittings, s'il y a plein de mesures pour lutter contre le TSO, c'est qu'il se passe des choses, c'est que les personnes s'organisent entre elles pour mettre en place des solutions puis pour les amener de l'avant. Ici, j'ai mis un article que Nathalie et moi, on a écrit cette année, La voix des infirmières compte. Je pense que c'est une prise de position, c'est nous qui amène un peu ce savoir-là de l'avant puis qui essaie de remettre aussi les solutions que les infirmières ont besoin d'apporter dans le réseau de la santé pour régler les problématiques, notamment de temps supplémentaire obligatoire, mais aussi de l'organisation des soins en général. Fait que c'est d'une façon de ramener ces savoirs-là de l'avant. Puis on pourrait dire qu'au Québec, le manque de reconnaissance des infirmières les maintient aussi dans l'ignorance. On n'a pas accès à tous les postes qu'on devrait avoir, on n'a pas accès à toute l'information qu'on a besoin aussi pour développer notre savoir, notamment dans ce cas-ci, beaucoup le savoir politique. Puis c'est difficile ensuite pour les infirmières qui n'ont pas ces savoirs-là ou qui n'ont pas les outils de prendre une place puis d'avoir cette place-là dans les décisions politiques qui vont être prises, notamment dans les organisations de santé, mais de façon plus globale, si on pense au projet de loi qui s'en vient ou à ces développements-là dans des organisations, de dire, ben moi, je vais participer à la mise en place des solutions, mais il faut avoir les outils pour le faire. Les actes de dénonciation, comme je disais, c'est une pratique épistémique, mais il y a d'autres pratiques aussi, notamment l'écriture d'articles ou la vulgarisation scientifique. On va le voir plus tard, je vais vous en reparler, mais comment nous-mêmes, comme chercheurs ou comme professeurs, on peut mettre aussi de l'avant des savoirs, puis les développer, puis aider les étudiants à les développer. Ce qui est vraiment intéressant avec la sociologie de l'ignorance, ben, c'est que ça permet d'aller explorer ces savoirs-là qu'on ne veut pas nécessairement avoir, ou en tout cas qu'on ignore ou que la population ignore, puis de les remettre de l'avant. Je pense que comme chercheurs, entre autres, on a cette responsabilité-là de s'attarder à ces savoirs-là qui sont un peu inconnus, puis de les remettre de l'avant, puis de les rentrer dans nos recherches, puis de les faire ressortir. Fait que ça, c'est pour moi hyper important. Puis de remettre cette complexité-là du soin de l'avant, mais cette expertise infirmière qu'on développe sur le terrain, qu'on développe en pratique, qu'on développe en recherche, il faut la disséminer. Puis cette perspective-là nous permet d'aller voir ces savoirs-là. Tu peux continuer, Nathalie. Donc, pourquoi on parle de TSO, de conditions de travail? On sait évidemment que c'est pas tout le monde ici qui fait de la recherche là-dessus. Par contre, il y a beaucoup d'aspects qui nous réunissent, peu importe sur quel sujet on fait de la recherche. Et dans le fond, j'imagine que les gens ici sont intéressés par le sujet de communiquer avec les milieux politiques et les milieux communautaires. Et comme une profession à majorité féminine, qui est la profession infirmière, même si on est des chercheurs à l'intérieur des sciences infirmières, on a beaucoup de points en commun, mais aussi beaucoup de points qui nous différencient. Donc, on n'est pas les sciences infirmières, la profession infirmière n'est pas un bloc monolithique et divisé et stratifié selon des classes, selon des enjeux raciaux également. On le sait, on le voit très bien, que ce soit à l'université ou au niveau des postes avec le plus d'autorité. Plus on monte, plus c'est blanc, plus c'est masculin. Parce que ça reflète des relations sociales de notre société en général. Donc, je trouve ça plate un peu souvent qu'on parle de sociologie puis d'anthropologie comme des sciences molles, parce que c'est vraiment des outils importants pour comprendre notre place dans le monde, comprendre comment la société fonctionne
et nous mettre dans la meilleure position possible pour avoir un impact sur les enjeux qui nous concernent et ou qui nous tiennent à cœur. Donc, dans la présentation, je voulais parler un petit peu d'habitus et de standpoint. Donc, l'habitus, c'est un concept qui sort des théories du sociologue et philosophe Pierre Bourdieu, qui très typiquement, comme tous les philosophes français, écrit des trop longs livres avec des beaucoup trop longues phrases. Mais une fois qu'on passe par-dessus l'écriture parfois un peu pédantique, il y a beaucoup d'aspects qui sont très utiles pour nous aider à comprendre d'où ce qu'on vient, où ce qu'on s'en va et pourquoi on est dans les situations qu'on est et pourquoi particulièrement comme infirmière, comme étudiante en sciences infirmières ou comme professeur ou chercheur ou infirmière de terrain, pourquoi c'est si difficile de s'exprimer, de se faire entendre. Donc, l'habitus, c'est un système. Donc, c'est un système de valeurs qui s'incarnent à travers les comportements, les croyances socialement construites des personnes. Donc, moi, j'ai comme infirmière, comme femme blanche au Québec, francophone, professeure en sciences infirmières, je fais partie de plusieurs groupes sociaux, de profils démographiques différents qui ont des valeurs et des croyances propres à différents niveaux. Donc, qu'est-ce que Bourdieu veut dire par l'habitus? C'est qu'on crée le système qui nous structure. Donc, lui, il parle de structure structurée et structurante. Ça fait beaucoup de mots structure, mais ce qu'il veut dire, c'est que les structures sociopolitiques dans lesquelles on évolue, que ce soit, par exemple, si on est des chercheurs, tout le mode de demande de subvention, par exemple, pour les IRSC. C'est quelque chose de très complexe, de très lourd, mais auquel on se soumet et auquel on contribue. Donc, ça a eu des impacts. De quelle façon, par exemple, pourquoi les IRSC, par exemple, ont récemment commencé à inclure des enjeux de genre dans les demandes de subventions? Ben ça, par exemple, c'était lié à particulièrement des recherches pharmacologiques où des médicaments n'avaient pas été testés sur des femmes malgré être marketés vers des femmes. Je pense particulièrement à un médicament, je ne me rappelle plus le nom, mais ça fait quelques années, je pense que c'était 2015, c'est un médicament qui était supposé augmenter la libido chez les femmes. C'était supposé être le Viagra féminin. Et quand c'est sorti sur le marché, finalement, on s'est rendu compte que le médicament avait passé toutes les étapes, incluant des subventions de recherche pour faire des essais contrôlés randomisés, mais qu'à travers toutes les essais contrôlés randomisés que ce médicament-là avait passé au travers, il n'avait jamais été testé sur des femmes. Donc ça, évidemment, ce médicament-là avait pu être mis en marché parce qu'il avait suivi toutes les phases de développement d'un médicament. Mais ce processus-là ne permettait que ce médicament-là soit mis en marché pour des femmes sans avoir été testé sur des femmes. Donc, ça, c'est les exemples de structures qui nous socialisent et des structures qu'on reproduit, mais c'est aussi des structures sur lesquelles on peut avoir un impact. Ça relève aussi de l'agentivité inconsciente. Donc, on a un impact sur les structures sociopolitiques qui modèlent, régulent un petit peu nos comportements, notre travail, toutes les choses qu'on fait dans la vie. Il y a une partie de ça qui est inconsciente. Donc, le langage, par exemple, notre langue maternelle implique toutes sortes de notions, de philosophie, de cadres épistémologiques qui sont liés à une connaissance inconsciente de cette langue-là, d'avoir toujours grandi en parlant une ou une autre langue, par exemple. Il y a un autre élément qui est très important dans ce mix-là de cadres théoriques qu'on vous fait, c'est le standpoint. Donc, le standpoint, c'est une méthodologie d'analyse féministe. C'est vraiment ancré dans les réflexions du mouvement féministe et ça contribue à un peu défaire la deuxième vague féministe qui n'était pas très inclusive parce que le standpoint, dans le fond, c'est un moyen de débattre. C'est un moyen de trouver une façon de mettre en évidence les tensions qui existent, même à l'intérieur d'un mouvement qui se veut émancipatoire, comme le mouvement féministe l'était. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent des méthodologies du standpoint, mais qui font des choses très, très, très différentes et qui souvent entrent
pas en conflit, mais en débat, si on veut, qui aide à faire avancer cette méthodologie-là, qui est vraiment basée dans l'expérience et qui permet d'analyser d'où viennent les savoirs et les structures sociopolitiques qui ont amené à la production de ce savoir-là. Puis l'idée, c'est savoir, pas saviors. Bon, mon programme PowerPoint est en anglais, mais bon. Donc, ça ouvre la porte à vraiment trouver quels sont les savoirs qui sont marginalisés. Donc, le STEM-POD me demande toujours d'où est-ce que ça vient, ce savoir-là, qui l'a créé et surtout, qui a été exclu pour créer ce savoir-là. Donc, pourquoi on vous présente ces 3 cadres théoriques-là? C'est un peu pour l'idée de communiquer en 3 dimensions. Parce que quand on communique, c'est pas juste nous qui avons un message à passer. Faut prendre conscience de notre position sociopolitique dans la société. Prendre conscience de notre habitus, de notre raison pratique, comme l'appellerait Bourdieu, ça nous aide à échapper au déterminisme. Donc, connaître les structures structurantes qui régulent notre travail, qui régulent nos comportements, et qui régule qu'est-ce qu'on considère être du savoir. En prendre conscience, c'est une façon de les observer puis d'agir dessus. Comprendre notre standpoint social, ça nous aide à identifier quels savoirs sont marginalisés, incluant le nôtre, mais aussi les savoirs que nous-mêmes pouvons contribuer à marginaliser, par exemple. Et finalement, si on parle de la sociologie de l'ignorance, on parle de comprendre à quel point le savoir qu'on cherche à communiquer parfois est profondément disrupteur et dérangeant pour certaines structures politiques. Donc, une fois qu'on comprend ces aspects-là, on peut commencer à jouer avec pour s'assurer que notre message est adressé à la bonne personne au bon moment pour avoir le plus de chances d'avoir un impact à long terme. Donc, communiquer, c'est plus que juste parler. La communication se fait dans plusieurs sphères. On a la communication non verbale, la communication orale, la communication écrite. On a le langage lui-même, c'est une pratique sociale dans lesquelles s'incarnent les valeurs de notre habitus. Donc, ça révèle la distance sociale des différents standpoints. Ça nous permet aussi parfois d'identifier des points de tension épistémique et des points de... Bon, on aurait pu rentrer aussi dans l'injustice épistémique de Fricker. Là-dedans, il y a beaucoup de théoriciens et théoriciennes. On aurait pu rentrer aussi l'intersectionnalité de Kimberly Crenshaw là-dedans, qui parle de l'intersection des privilèges et des oppressions dans la société. Donc, moi, par exemple, comme femme blanche, comme prof d'université, avec un PhD, j'ai une certaine crédibilité. Par contre, étant quelqu'un qui a fait beaucoup de médias, dès que j'ai un médecin à côté de moi qui parle, on peut dire exactement la même chose et ça va être le médecin qui va être cité, par exemple. Et c'est pas parce que les personnes sont malveillantes ou veulent mal faire, c'est juste que socialement, les médecins ont un standpoint très différent du nôtre et ont un habitus également qui est très différent et qui se reflète dans la manière dont, par exemple, si moi je suis à côté d'un médecin, comment lui ou elle est traité et comment moi je suis traitée, comment notre message est reçu. Donc, parfois, exactement les mêmes mots ne vont pas rentrer de la même manière dans les oreilles d'une personne qui nous écoute, strictement à cause de nos différences au niveau sociopolitique. Donc, c'est important de connaître ça si on veut être capable d'agir pour pallier à ces manques-là, pour pallier à ces injustices épistémiques, à ces intersections d'oppression, de privilèges, à combler, si on veut, la distance sociale entre les différents standpoints. Donc, comment communiquer efficacement? Il faut réfléchir aux groupes sociodémographiques auxquels on appartient, mais aussi auxquels on veut s'adresser. Et un autre aspect qui est très important, c'est connaître la position épistémique de notre interlocuteur. À qui qu'on parle? Parce que souvent, particulièrement avec la politique, mais aussi avec le milieu communautaire, on ne va pas nécessairement parler directement à la personne qui va pouvoir avoir l'influence qu'on veut. Donc, souvent, il faut passer par des étapes. Donc, on peut parler à un attaché politique, on peut écrire un article pour un éditorial dans un journal, par exemple. Donc, ça, c'est des étapes qui mènent éventuellement peut-être à la personne qu'on cherche à influencer, mais qui ne seront pas nécessairement directement. Donc, dans ce contexte-là, c'est important de réfléchir pourquoi on fait de la recherche. Caroline et moi, par exemple, on est des personnes qui sont des activistes, donc on a notre travail est ancré dans la justice sociale, de faire avancer des enjeux féministes, des coloniaux, antiracistes
etc. Mais c'est important de réfléchir à notre position comme chercheur aussi, peu importe le genre que on fasse de la recherche quanti, quali, peu importe, parce que ça va nous aider à identifier notre standpoint, notre habitus, les aspects de la sociologie de l'ignorance qu'on vient déstabiliser, si on veut. Donc, qu'est-ce qui aurait influencé votre identité comme infirmière? C'est quoi les expériences personnelles qui vous ont mené au thème que vous abordez en recherche? Parce que, je veux dire, on choisit nos sujets de recherche basés sur nos expériences. Donc, souvent, si vous faites la recherche en onco, ben, vous avez peut-être de l'expérience sur le terrain en oncologie, par exemple, ou il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui a souffert d'un cancer, ou peut-être les deux. Donc, dépendamment d'où vient cet intérêt-là pour les soins en oncologie, va profondément influencer votre carrière en recherche, les choix que vous faites. Et c'est correct, ça, c'est important d'avoir une certaine... c'est important de comprendre d'où viennent nos intérêts, parce que ça nous aide à comprendre plus largement comment se positionner pour être efficace. C'est important de se poser aussi la question d'où vient le savoir qu'on veut visibiliser? Est-ce que c'est le savoir des patients, par exemple? Si oui, quels patients? On fait de plus en plus de recherches avec des patients partenaires, par exemple. Et à l'intérieur de ça, est-ce qu'il y a des structures structurantes qu'on reproduit? Donc, est-ce qu'on reproduit des structures qui peut-être nuisent à la visibilisation de certains savoirs? Est-ce qu'on reproduit des structures qui contribuent à maintenir un système en place qui est inéquitable, qui contribuent à créer des iniquités? Et si oui, c'est quoi les savoirs que ces structures cachent? Donc, tout ça, ça nous aide à nous positionner pour mieux comprendre pourquoi on fait de la recherche, à qui on devrait parler pour faire de la recherche, et s'il y a des changements qu'on souhaite apporter à n'importe quel niveau de gouvernance, que ce soit au niveau de comment on fait de la recherche elle-même, qu'au niveau de la gouvernance du réseau de la santé, au niveau des groupes communautaires, etc. Donc, j'essaie de passer vite à travers ça. Le milieu communautaire est souvent un milieu qui est absolument essentiel pour nous. Donc, il y a beaucoup de subventions qui sont liées à notre capacité d'établir des partenariats avec des projets, avec des organismes communautaires. Ça nous donne accès souvent à des informateurs, des informatrices clés. Ça nous donne accès à une population. Des fois, souvent, on va aller, c'est grâce à des organismes communautaires qu'on peut aller chercher des participants pour des recherches, par exemple. Mais c'est important de comprendre que c'est pas juste un outil qu'on peut utiliser. Le milieu communautaire, c'est des êtres humains avec un standpoint très différent. Donc, leur expérience de recherche va être très différente de la nôtre. Souvent, la recherche peut aider pour eux à recevoir du financement comme organisme communautaire. Ils ont souvent un très haut taux de roulement de personnel et souvent, c'est des personnes qui sont entièrement bénévoles. Ils ont très peu de personnes qui sont payées pour faire le travail que le milieu communautaire fait. C'est un milieu qui est chroniquement sous-financé et qui est aussi financé de façon à les empêcher de réfléchir à long terme. Souvent. Donc, on va financer à coût de 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, des fois, s'ils sont chanceux, pour 5 ans. Mais c'est des organismes souvent qui n'ont pas de budget, ont aucun financement alloué pour plus que 3, 4, 5 ans. Donc, c'est difficile pour eux autres de se projeter dans le futur parce qu'il n'y a pas le financement qui est associé. C'est pas un manque de vision, c'est un manque de financement. C'est des organismes qui travaillent très souvent, trop souvent dans l'ombre. Donc, c'est souvent des personnes qui ressentent le besoin de se faire visibiliser, qui veulent travailler et être vues, être valorisées. Ils ont souvent des valeurs et des missions qui sont ancrées dans une perspective de justice sociale, ont souvent une structure qui est horizontale, beaucoup moins hiérarchique que celle auquel nous, on est habitués, et ont des objectifs à court terme qui permettent souvent de pallier au manque de services. Le réseau de la santé et des services sociaux s'écroulerait complètement si on n'avait pas les organismes communautaires qu'on a en santé mentale, en soins à domicile, à tous les niveaux. Puis à long terme, évidemment, il y en a beaucoup qui travaillent pour des changements politiques et ils se cherchent des alliés. Donc, dans le milieu communautaire, il faut toujours réfléchir pas juste qu'est-ce que le milieu communautaire peut nous apporter pour notre demande de subvention, pour des partenaires dans le projet de recherche, mais comment est-ce que notre projet de recherche peut contribuer à soutenir le groupe lui-même, à créer un réseau de solidarité, de soutien ou visibiliser le travail que ces personnes-là font. Et ça fait une énorme différence, même si on ne sait pas exactement comment ça va se faire, juste de s'assurer qu'ils comprennent qu'on est là aussi pour les soutenir et qu'on l'explicite. Donc, on travaille beaucoup
Nous, on a souvent des idées implicites, on dit, ben oui, mais on le dit pas. Donc, c'est important d'être très, très explicite dans nos communications avec les groupes communautaires à ce niveau-là. Fait que on va parler un petit peu de politique. La politique, c'est un gros fouillis, c'est très complexe, ça change tout le temps. Fait qu'on va essayer de démêler des aspects. On n'aura pas le temps de passer à travers tout, mais je voulais juste vous introduire à certaines notions par rapport à de la politique. Caroline et moi, on fait beaucoup de politique. Et même nous, je veux dire, après, moi, ça fait 10 ans là, quasiment que j'en fais, puis à chaque année, ça continue de changer. Donc, ça demande énormément d'adaptation. Et ce qui est très important quand on fait de la politique aussi, c'est d'abord et avant tout d'avoir un objectif clair. Plus il est clair, plus il est précis, plus ça va être facile pour nous d'accéder aux structures politiques qui vont nous permettre de communiquer, de faire passer notre message. Mais il faut toujours être conscient aussi du moment politique dans lequel on vit. Donc, parce que la politique peut changer d'une semaine à l'autre. Si on parle de la semaine passée, par exemple, quand il y a eu les 2 jours de grève infirmière, là, ça aurait été un excellent moment où on aurait pu publier quelque chose, par exemple, dans un journal qui touche à la profession infirmière. Et on aurait probablement pu faire un article sur probablement n'importe quoi à ce niveau-là. Là, il y a d'autres journées de grève qui s'en viennent le 12, 13, 14 décembre, il me semble. Donc ça, si vous avez des idées pour un éditorial, même si ça parle de votre recherche, puis ça n'a rien à voir avec la résistance infirmière, c'est probablement un excellent moment pour soumettre ça à un journal comme la presse, le Devoir, peu importe, parce que les infirmières vont être dans les nouvelles à ce niveau-là. Donc, c'est ça que je veux dire par un moment politique. Il y a aussi, évidemment, pendant les élections. Donc, pendant les élections à l'acquis, on fait souvent ça. On va parler à des politiciens, des personnes qui se présentent aux élections pour aller chercher des contacts, pour faire passer un message, parce que vous n'aurez jamais autant de chances d'avoir un accusé de réception d'un politicien que pendant qu'ils sont en élection. En même temps, là, ça fait 2 mandats qu'on a un gouvernement majoritaire. C'est très difficile d'avoir accès à des politiciens qui font partie d'un gouvernement majoritaire parce qu'ils ont très peu de comptes à rendre quand ils sont majoritaires. Donc, des fois, c'est mieux d'attendre aux prochaines élections ou essayer de contacter d'autres députés qui ne font pas partie du gouvernement majoritaire, mais qui travaillent avec d'autres politiciens, par exemple, sur des tables, des commissions de travail sur la santé, par exemple, parce que tous nos députés travaillent ensemble sur différentes tables de concertation. Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que les politiciens s'en foutent complètement de la recherche. Les décisions politiques ne sont jamais basées sur les données probantes ou très rarement. Moi, j'en ai jamais vu personnellement, c'est sûr, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est très dur à trouver. Je veux dire, on le voit clairement à travers toutes les dernières réformes en santé, que ce soit la réforme du Dr Barrette, la réforme de M. Dubé ou la réforme de M. Couillard auparavant. Il y a un nombre incroyable de groupes de chercheurs qui se sont positionnés, qui ont apporté des données probantes pour dire ça, c'est probablement pas une bonne idée. Et on n'a jamais été écoutés. Particulièrement la réforme Barrette, c'était unanime dans le milieu de la recherche, le milieu communautaire, que ça allait être dévastateur sur le réseau. Et on a quand même été de l'avant avec. Donc, il ne faut pas juste penser, parce que si on a un résultat de recherche extraordinaire, genre, j'ai trouvé ça, j'ai une preuve que ça marche, qu'on va se faire automatiquement écouter par les politiciens. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut réfléchir au standpoint des politiciens également, à leur habitude. Donc, c'est quoi leur job principal? C'est de se faire réélire. C'est ça leur job principal. Parce que c'est comme ça qu'ils réussissent à faire les changements qu'ils veulent faire. Donc, leurs décisions, en général, sont basées sur des enjeux par rapport aux réélections possibles et aussi sur les pressions du public. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais eu la chance de rencontrer la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, puis elle m'avait dit, nous, les politiciens, tous les politiciens que j'ai jamais rencontrés, on lit tous les courriers des lecteurs, tous les éditoriaux qui touchent notre ministère. Puis elle dit ça, c'est autant au provincial qu'au fédéral. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, d'abord, je devrais peut-être écrire des articles, des courriers des lecteurs. Et ça l'a mené à toutes sortes de bonnes choses. Une autre chose aussi qu'il faut se défaire, le mythe que les émotions, c'est pas bon. C'est pas vrai du tout. Les émotions, c'est fondamental à la communication. Et de dire que les émotions, c'est opposé à la rationalité, c'est une vieille dichotomie qui est complètement fausse, qui a été largement déprouvée par la neuroscience et la psychologie. Puis c'était vraiment plus une excuse pour exclure les femmes de postes de pouvoir jusque dans les années 70-80. Notre rationalité est informée par notre émotion.
Donc, et en général, les politiciens, le milieu communautaire, le public, surtout, répondent énormément à l'émotion, mais pas n'importe quelle émotion. Fait qu'il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qu'on met de l'avant. Donc, les infirmières, nous, on est très souvent dans une posture d'humilité extrême. Moi, je dis ça à toutes mes étudiantes, tous mes collègues, je leur dis, la dernière fois que quelqu'un vous a pitché des fleurs pour vous dire à quel point vous étiez bonne, que votre travail, qu'est-ce que vous avez répondu? Avez-vous juste dit merci ou est-ce que vous dites merci, mais c'est mon équipe? On a souvent tendance à dire ça. Et moi, je vous donne un devoir. Pour les prochaines semaines, si quelqu'un vous lance des fleurs ou fait un compliment sur votre travail ou projet de recherche, faites juste dire merci. Merci, point. That's it. Commencez pas à remettre ça sur d'autres mondes. Acceptez le compliment et c'est tout. Vous allez voir à quel point c'est difficile et à quel point on a tendance à s'effacer de nos propres succès. Donc, les politiciens, surtout, ne répondent pas à l'humilité extrême, à la négation de soi. En fait, ça vient confirmer leurs préjugés. Donc, la confiance en soi est très importante. Quand on a un discours émotif, mais qu'on a confiance en nous, là, on est « wow, cette personne-là est passionnée, elle est fougueuse, elle est ambitieuse ». Mais quand on a un discours qui est plein d'émotions, qui relève nos insécurités, là, on dit « ah, la personne est immature, elle manque d'expérience, c'est trop émotive ». Donc, c'est deux types de discours qui sont pleins d'émotions, mais ça dépend toujours lesquels. Et nous, en nursing, on a tendance à valoriser à l'intérieur de notre profession les discours qui sont beaucoup trop empreints d'humilité et même d'insécurité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut, nous, se défaire parce que ça fait partie de notre standpoint, ça fait partie de notre habitus, comme dans la profession infirmière. Donc, cultiver sa confiance, évidemment, c'est un processus à long terme. Évidemment, il faut le dire, fake it till you make it. Même si vous n'avez pas confiance en vous, faites à semblant quand vous parlez, surtout à des politiciens, mais aussi au public. Là, il n'y a pas beaucoup de temps, fait qu'on va skipper un petit peu. On partagera la présentation par la suite, mais on voulait vous présenter certains leaders très intéressants. Puis vous dire, la communication peut se faire de plein de manières, en parlant directement à quelqu'un, à travers les journaux, à travers des tables de concertation, à travers des pétitions, des groupes, même des manifestations, des grèves, etc. Donc, il faut toujours, si on veut avoir de la chance que ça fonctionne, il faut utiliser plus qu'une forme de communication, mettre le plus d'outils, utiliser le plus d'outils qu'on a à notre disposition. Et voilà, je vais laisser Caroline finir parce que j'ai pris beaucoup trop de temps. Je vais me dépêcher. Merci. Je vais essayer de faire du pouce sur ce que Nathalie disait. Je vous parlais de stratégie à mettre en place. Je pense qu'une des problématiques part probablement des infirmières comme telles, hein, comme Nathalie dit avec notre standpoint, mais ce standpoint-là, c'est ce qu'on amène aussi avec nous en tant qu'enseignant, en tant que professeur, en tant que chercheur souvent. Puis moi, j'essaie de déconstruire progressivement cette façon d'enseigner aux infirmières ou de leur apprendre des choses de façon très dans l'humilité et la bonté d'âme. Il faut prendre position, mais pas trop fort. Il faut pas déranger trop les médecins. Il faut faire de la collaboration, mais la collaboration, je la questionne souvent. La collaboration pour qui? Est-ce qu'on est utilisé comme infirmière dans cette collaboration-là plus comme un pion ou est-ce qu'on a vraiment cette place-là? Comment on peut prendre position, comment on peut valoriser notamment ce rôle social-là. Je vous ai mis 4 diapositives que j'ai présentées à mes étudiants cette année je donne le cours de recherche qualitative. C'est juste une idée. À chaque début de cours, on parle d'actualité. Première chose avec les étudiants, moi, je considère que l'espace scolaire, en fait, la classe, moi, je suis à l'université à l'UQO, c'est un endroit qui est sécuritaire, c'est un endroit où les étudiants devraient avoir la place pour débattre de leurs idées, puis de ne pas sentir qu'il y a une attaque ou qu'il y a un danger. En fait, c'est un espace d'apprentissage où entre eux, ils peuvent débattre d'idées. Puis ça fonctionne super bien. Fait qu'on parle d'actualité, ils ont la tâche, et c'est non évalué, là, de lire l'actualité. Il se passe plein de choses en plus cette année, donc c'est palpitant. Puis on a des discussions, puis il y a des confrontations aussi dans la classe, puis on arrive à débattre, puis à amener nos points. Il y a de l'émotion qui ressort, puis c'est pas nécessairement une chose qui est mauvaise, on l'encourage. Mais c'est ça, je veux pas qu'ils deviennent des martyrs puis qu'ils soient tristes, mais c'est correct d'exposer comment ça se passe dans une grève, puis c'est quel impact ça a, par exemple, sur la candidate à l'exercice de la profession de ne pas être payée pendant 3 jours parce qu'elle fait la grève, alors qu'elle travaille 2 jours par semaine. Il y a même juste un exemple de discussion qu'on a.
Je présente aussi la diapo en haut à gauche. À chaque cours, les 2 diapos à gauche, en fait, à chaque cours, je présente des personnalités des chercheurs en sciences infirmières ou des personnalités infirmières qui ont fait quelque chose de particulier ou en tout cas qui utilisent la politique euh, dans leurs recherches ou dans leurs actions. Pour rendre ça très concret, puis on va écouter des podcasts, des vidéos pour qu'ils voient que c'est possible, puis qu'ils voient qu'il y a plusieurs façons de faire de la politique. La politique, c'est pas juste d'aller se présenter aux élections, c'est aussi une façon d'être une infirmière que d'être politique. Puis, par exemple, je leur ai présenté Lorraine Gay, qui est une grande syndicaliste, je leur parle de livres, tout ça. Fait que j'essaie d'ouvrir leurs horizons aussi pour qu'eux-mêmes développent cette réflexivité-là. On voit d'autres façons d'étudier la recherche aussi. La diapo en haut à droite, par exemple, de faire des éditoriales, des balados, d'écrire dans le journal. Puis j'essaie de leur montrer qu'on a la légitimité pour le faire parce qu'on développe cette expertise-là puis on doit la mettre de l'avant. Puis je peux vous donner un exemple de cette année. Les étudiantes à l'UQO ont redémarré leur association étudiante et ont même mis sur pied un podcast par elles-mêmes avec des sujets qui les intéressent, qui touchent la profession infirmière puis qui ont envie de mettre de l'avant. Puis d'ailleurs, ils ont interviewé des gens que moi-même, je leur ai présentés. C'est eux qui vont me présenter quelqu'un au dernier cours. Fait qu'eux-mêmes font ce travail-là. Puis si je leur propose aussi des lectures qui amènent une certaine réflexivité, qui est en recherche, mais sur eux-mêmes, leur rôle en tant que chercheur, mais leur rôle en tant qu'infirmière aussi, puis comment ils peuvent participer à des débats ou même prendre position. Ce qu'elles ont fait, j'ai vu des étudiantes cette année prendre position de façon médiatique par rapport à la grève pour les stages rémunérés. Ils se sont présentés, puis ils ont parlé à la télé. Fait que pour moi, quand je vois ça, je me dis, on fait des il se passe quelque chose. Là. Il y a une ébullition, puis je pense que ça passe beaucoup par les étudiants et étudiantes qui vont arriver sur le plancher puis qui vont être capables aussi de transmettre ce savoir-là dans leur milieu. Tu peux changer de diapo, Nathalie. Je vais essayer de me dépêcher pour finir rapidement. Bref, je pense que comme infirmière, on pense, Nathalie et moi, en fait, que comme infirmière, on a déjà ces valeurs-là d'intégrité, de respect, d'autonomie, qu'on doit mettre plus de l'avant, de compétences, d'excellence, de collaboration. La collaboration entre les infirmières, c'est super important aussi pour mettre de l'avant des solutions, mais aussi des moyens de diffusion qui sont un peu différents, qui vont rejoindre la population. Faut être avec notre temps aussi. En ce moment, c'est les podcasts, c'est ce qui est consommé facilement. C'est de faire des grosses recherches de 25 pages, c'est bien, mais si on veut que ça soit aussi un savoir qui est disséminé aux bonnes personnes pour qu'elles puissent l'utiliser, ben, une infirmière de terrain a besoin que nos recherches soient mises d'une façon plus digeste, plus vulgarisée pour qu'elle puisse les utiliser dans son milieu. Fait que ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir repenser pour être capable d'appliquer ça, de vraiment déployer notre rôle politique. Je peux changer de diapo. Je me dépêche qu'on ait un peu de temps pour les questions. En conclusion, ben, comme Nathalie disait, la communication, c'est complexe. Ça dépend du moment politique. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Je ne vais pas tous les répéter. C'est un travail qui est dynamique. C'est un travail qui, je crois, nous croyons, qui devrait être déjà enseigné à l'université et peut-être même au cégep, parce qu'en ce moment, il y a encore les cégeps, tout ça. Fait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne dès le départ en sciences infirmières pour être capable de l'appliquer plus tard. Mais de faire des projets aussi, puis l'enseignement qui est concret pour qu'on montre aux infirmières comment on utilise la politique dans son milieu en général. Une fois qu'on arrive sur le terrain puis qu'on sort de l'université, comment je prends la recherche, comment je l'utilise, comment je peux mettre de l'avant des savoirs marginalisés, comment je peux être une alliée aussi pour certaines communautés pour lesquelles les problématiques me tiennent à cœur. On parle beaucoup du milieu communautaire, mais comment je peux travailler avec ces personnes-là pour les aider à mettre de l'avant leur savoir qui est souvent inconnu ou ignoré. Fait que tout ça, ça part du politique, entre autres. Fait qu'il faut mettre, un peu comme je fais dans ma classe, des moyens concret de développer ce savoir-là puis de permettre aux infirmières de se le réapproprier, je dirais même. Je vais conclure là-dessus pour qu'on ait du temps pour des questions. Merci, merci infiniment pour cette richesse. En fait, vous avez partagé votre savoir sur un sujet qui est fort important et merci infiniment là, pour en tout cas, je pense, nos auditeurs, on retient beaucoup l'importance, dans le fond, d'avoir une voix. Il y a toute
avoir une voix et il y a tout plein de facteurs qui viennent interagir. C'est plus complexe, en fait, ce qu'on veut. En tout cas, vous avez mis de l'avant plein de notions fort importantes. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui touche l'émotion. En tout cas, je trouve ça fort intéressant d'avoir cette émotion-là positive. Souvent, les infirmières, on les met dans des rôles de victimes, les infirmiers et les infirmières, mais comment tu transcendais ça, puis en tout cas, bref, j'arrête ici parce qu'il y a des questions de l'auditoire. Puis la première question, en fait, elle remercie beaucoup les présentations d'un sujet qui est très important, souvent ignoré. La personne, Mme McCready, a beaucoup apprécié la responsabilité que les infirmières, que les infirmières dans des positions de leadership comme nous avons par rapport à la politisation des infirmières et notre responsabilité sociale. Donc, la question est, elle se demande si vous savez s'il existe des études qui rapportent les moyens pédagogiques jugés efficaces pour contribuer à la politisation des infirmières. Donc, est-ce qu'il y a des études qui apportent des moyens pédagogiques efficaces? Il n'y en a pas en sciences infirmières. Il y a des études similaires en sciences politiques, mais la meilleure manière de politiser la classe, c'est de parler de politique. Donc, souvent, nos étudiants sont impliqués dans des choses. Il ne faut pas avoir peur d'adresser des enjeux politiques. Comme par exemple, moi, je me souviens, il y a 2 ans, j'avais des étudiants en stage au bac que leur infirmière préceptrice avait participé dans un sit-in. Puis là, eux autres ne savaient pas quoi faire par rapport à ça, mais ils ne savaient pas non plus à qui s'adresser pour en parler. Fait que ça, c'est le genre de choses, le genre de discussion qu'il faut discuter et juste parfois amener des grands titres, des journaux qui ont rapport à ce qu'on enseigne, que ce soit en santé mentale, soins communautaires, etc. Puis, juste d'en parler, parce qu'il n'y a pas comme une recette, genre si tu fais ça, 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 puis ça, ta classe va être plus politique, tu vas plus politiser tes étudiants. Encore une fois, parler de politique, ça dépend du moment, ça dépend de notre groupe. Tu sais, si tu des infirmières au bac initial qui ne sont pas infirmières encore, qui sont juste étudiantes, si tu juste étudiantes, il n'y a personne qui est étudiant, là, mais si tu des infirmières qui sont déjà infirmières à la maîtrise. Donc, encore une fois, il faut regarder toute la complexité de qui nous on est par rapport au groupe et qui le groupe est par rapport à nous et qu'est-ce qu'on peut partager, eux avec nous et nous avec eux par rapport aux enjeux politiques qui nous concernent. Si je peux ajouter à ce que Nathalie dit, je travaille avec un professeur à Laval, puis on est en train de mettre en place d'ailleurs une affiche pour aider les infirmières à se politiser, notamment en mettant en place des stratégies et au niveau éducatif et au niveau plus terrain, infirmière terrain. Puis il y a quelques études, mais souvent c'est ça, c'est dans une optique plus féministe, plus politique, où on va mettre de l'avant ces modèles-là. J'ai trouvé un modèle théorique infirmier qui essaye d'apporter ce côté-là, qui est le modèle de paye-pouvoir, je pense que c'est, je me souviens plus, mais je l'ai utilisé il y a quelques années, là, mais c'est un modèle qui essaie de mettre l'émancipation infirmière, mais ce que je comprends de ces modèles-là, puis ce que je vois, puisque mes lectures me font ressortir, c'est que c'est vraiment important de le rendre des choses concrètes. Fait que de mettre en pratique des projets de redonner aux infirmières, ou en tout cas aux étudiantes aussi, mais c'est leur permettre de jouer aussi avec ça, puis de prendre des problématiques de leur milieu, puis de travailler ces problématiques-là elles-mêmes. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence aussi. En tout cas, présentement, c'est ce que je peux percevoir dans mes 2 cours de recherche que j'ai donnés, c'est que c'est ce qui est le plus efficace pour elles, de pouvoir jouer, s'approprier ce côté-là. Bien, merci beaucoup. Je me permets de vous présenter Gaëlle Simon. En fait, on va lui donner le droit de la parole parce qu'elle veut poser une question. Allez-y. Gaëlle, je ne sais pas si tu es mutée, mais OK. Oui, je vous dis bonjour et merci aux présentatrices et mon professeur Caroline Dufour et puis et, et Nathalie Doucet que j'ai eu la chance de voir dans sa présentation. Et le prof nous avait présenté et toutes les recherches que vous avez effectuées en tant qu'infirmier activiste. OK? Donc, on sait que c'est complexe et la politique et comment les infirmières d'intervenir et comment comment influencer comment le secteur politique, mais comme on en a souvent parlé en classe, donc il n'y a pas vraiment de formation là-dessus.
Donc, je ne sais pas comment on pourrait l'intégrer et comment, et à l'UQO. Donc, et de telle sorte que nous puissions avoir les hommes pour pouvoir nous défendre, commencer à nous défendre non seulement et comment sur les étages, mais aussi comment, là où nous fonctionnons, là où nous passons aussi, à pouvoir être capable de nous exprimer très clairement. Parce qu'effectivement, comme vous avez bien dit dans la présentation, la sociologie de l'ignorance, ça persiste effectivement et on le voit, on le ressent et on le vit également. Donc, il y a vraiment un manque de communication. On le voit, on le ressent comme je viens de le souligner. Donc, je pense que c'est vraiment un problème et c'est un manque aussi et comment l'avancement de notre profession. Merci encore, très belle présentation. Est-ce que vous voulez réagir ou poursuivre? Je sais pas. Nathalie, est-ce que tu veux y aller? Juste dire à l'Association québécoise des infirmières, on a des formations politiques, puis on peut vous aider à monter des formations politiques sur le sujet que vous voulez aussi. Donc, on se spécialise un petit peu là-dedans, puis on est très flexible. On a tout un paquet de différentes expertises au niveau de notre conseil d'administration. Donc, on est toujours ouverte à ça. Mais c'est quelque chose qui se travaille, puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Tu sais, juste d'être ici au RISIC ce midi, on est très reconnaissante que le RISIC nous a invités. Mais tu sais, il y a 10 ans, quand moi je commençais, jamais ça aurait été imaginable d'avoir une présentation comme ça en nursing. Donc, on voit qu'il y a des changements qui se font. Puis ça, pour moi, c'est ça qui nous donne de l'espoir pour le futur. Puis je pense que, comme dans tous les cours en général, en tout cas, il faut trouver faut trouver la façon d'intégrer du politique un peu partout. On peut le relier aussi avec tout l'aspect gestion, recherche. Tu sais, c'est super important, c'est sous-jacent à tout. Fait que je pense qu'on a un rôle comme professeur, comme étudiant, comme chercheur, d'amener ces questionnements-là, d'amener le côté plus politique aussi à ce qu'on fait. C'est sûr qu'avec l'acquis, ben, on peut développer ce côté-là encore plus, puis participer à des projets politiques. Puis il faut le faire, en fait. C'est ça qui est plus difficile, c'est se donner le go. Pour ce qui est sur des départements, ben, tu sais, je pense que ça part aussi par une infirmière doit connaître qui sont ses alliés aussi, puis à qui elle peut se référer si elle veut mettre en place quelque chose, si elle a des questions. Est-ce qu'il y a juste mon gestionnaire? Il y a des gens en haut? Est-ce qu'il y a le syndicat? Est-ce qu'il y a des associations? Qui peut m'aider? Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi qui est important de développer. Et moi, juste une petite citation pour finir que j'aime beaucoup. Ça vient de Machiavel qui a écrit un livre qui s'appelle Le Prince, qui est vraiment excellent et super intéressant à lire, même s'il date du Moyen Âge. Machiavel disait, ça se peut que vous soyez pas intéressé à la politique, mais c'est sûr qu'à un moment donné dans votre vie, la politique va s'intéresser à vous. Fait que c'est important d'avoir, à ces moments-là, quand la politique va s'intéresser à nous, à notre rôle, à notre travail, va venir affecter, réguler notre travail de façon plus ou moins bonne, c'est important d'avoir des connaissances pour être capable de réagir puis comprendre ce qui est en train de se passer politiquement, puis se protéger nos patients, faire avancer notre profession. Mm-hmm. Bien, merci. Donc, on parle beaucoup de la relève, mais en fait, je pense que vous êtes des ambassadrices pour plus largement là, les seniors et parce que c'est quand même nouveau, donc je vous vois là, c'est plus large qu'avec la relève, là, même avec vos collègues de plus seniors, on va dire ça comme ça. C'est bon, je pense, je vois le temps en fait qui coule, mais il nous reste quand même 2-3 minutes. Je me demandais. Tu sais, avec, là, vous dites, bon, les politiciens, mais c'est souvent la pression de la population qui va faire bouger les politiciens, on le sait. Comment vous voyez les médias sociaux? Tu sais, il y a toute la communication traditionnelle, puis où on en est, nous, avec l'utilisation des médias sociaux pour communiquer un message? Ben, en fait, on fait toujours, j'imagine, les infirmières, un message pour l'amélioration des soins, mais donc, comment est-ce qu'on est très présent dans les médias sociaux? Est-ce que c'est une place à aller pour après je vous laisse la question ainsi. C'est une excellente question, puis je pense qu'on pourrait faire toute une autre conférence du RISIC juste là-dessus. Par contre, les réseaux sociaux, c'est un peu une soupe parfois toxique. Là. On trouve de tout sur les réseaux sociaux. Fait qu'il faut pas juste utiliser ça. Ça fait partie des stratégies de communication, d'influence qu'on peut utiliser. Mais il faut s'assurer de ne pas rester là.
Parce que c'est ça, c'est pas les médias sociaux, le monde virtuel, c'est pas le vrai monde, ça reste virtuel. Fait que souvent, on va avoir des résultats ou des opinions biaisées. Tu sais, moi, je me souviens quand j'avais passé à Tout le monde en parle, tu sais, au début, ils avaient été super bien reçus, puis après ça, j'avais commencé à plein de commentaires super négatifs, genre, ah, elle est au PhD, puis elle parle de même, ça se peut pas. Puis au début, je prenais ça super à cœur. Je me disais, mon Dieu, il faut que je change comment que je parle. Et fait, faut pas se laisser, nous, influencer par ça. Faut utiliser les médias sociaux, c'est un outil, ça peut être un outil très, très utile. Mais c'est pas. Faut prendre ça avec un grain de sel, puis c'est aussi pour faire attention aux réseaux sociaux parce que il faut les utiliser, mais on l'a vu, là, il y a beaucoup d'infirmières qui se font taper ses doigts pour avoir utilisé les réseaux sociaux. Souvent, ils réussissent en grief à gagner, mais ça peut prendre des années, des fois, là, avant d'être compensé pour les journées qui ont été suspendues, des choses comme ça. Quand une fois à l'acquis, on a une formation pour ça aussi, comment se protéger si vous travaillez sur le terrain. Quand vous êtes chercheur au niveau universitaire, il y a une liberté académique beaucoup plus grande. Là, on a c'est très différent. Moi, comme prof, qu'est-ce que je peux dire sur les réseaux sociaux versus qu'est-ce que quelqu'un qui travaille pour le centre-sud, peu importe n'importe quel 6 ou 6. Fait que c'est toujours quelque chose à garder en tête, mais encore une fois, Caroline et moi, on est toujours dispo. On va mettre nos courriels sur la présentation si jamais vous voulez nous écrire. Mais ça peut permettre des beaux mouvements aussi, les réseaux sociaux. Hein. Ça peut attirer. Moi, j'avais fait pendant la clinique SAPSA quand on avait. En tout cas, ils voulaient la fermer, puis on avait démarré un mouvement pour pas que la clinique soit fermée. Puis ça avait attiré l'attention notamment de l'OIQ, puis il y avait un échange même d'éditoriaux, si on veut. J'avais fait avec Marie Gagnon à ce moment-là, qui était ma directrice. Mais il y a une possibilité, mais ça prend quand même une formation, un training de médias sociaux, parce que si on n'est pas habilité à faire ça, il peut y avoir des dérapes et des dérives assez dramatiques puis assez impactantes pour l'infirmière. Là. Mais je pense que la plateforme Je dénonce l'Afrique avait mis en ligne pendant la pandémie, les infirmières pouvaient dénoncer de façon anonyme. C'était bien aussi, puis ça a attiré l'attention sur un savoir, puis sur des choses qu'on ne connaissait pas à ce moment-là dans la pandémie, puis qu'on ne pouvait plus ignorer. Il y a du bon, il y a du négatif, il faut juste savoir comment jongler avec les deux, comme Nathalie dit. Bien, merci beaucoup, vraiment, pour l'heure avance. Donc, je suis malheureusement, là, on dépasse une heure, mais votre présentation était fort intéressante. J'espère que c'est le début de d'autres présentations, en fait, d'une poursuite, parce que je pense qu'on est vraiment, vous avez mis des notions fort importantes qui nous ont fait beaucoup réfléchir. Puis il y a beaucoup à faire, je pense, également dans la suite dans le futur. Donc, on vous remercie infiniment. Puis, merci à vous. Merci. Puis, on se rencontre pour nous le 13 décembre, un nouveau webinaire intitulé Lorsque le personnel infirmier doit naviguer entre l'application des lois et la reconnaissance des droits en santé mentale. Ce webinaire va être animé par Pierre Parizeau-Legault, qui est professeur agrégé à l'UQO, et Étienne Paradis-Gagné, qui est professeur adjoint de l'Université de Montréal. Puis, bien, vous pouvez toujours vous inscrire et visiter notre site web www.risic.com. Puis, merci d'avoir été avec nous. Puis, à la prochaine. Merci. Merci. Bientôt. Merci, au revoir.